Mon fils de 8 ans attendait notre voyage en famille à Majorque avec impatience depuis des semaines, mais 3 jours avant le départ, YouTube. Transcription, je m'appelle Camille Lefebvre. J'ai 34 ans. J'habite à Lyon et je travaille dans le marketing pour une société de logiciels. Je suis aussi la personne que toute ma famille appelle dès qu'il y a quelque chose à organiser, à réparer ou à régler financièrement. Alors, quand ce voyage à Majorque s'est organisé, c'est moi qui ai tout mis sur ma carte bancaire, les vols, l'hôtel, les transferts, les assurances, plus de 12 000 €. Tout cela parce qu'on m'avait promis que tout le monde ferait les comptes plus tard. J'aurais dû m'en douter. Dans ma famille, être fiable n'a jamais signifié être estimé. Cela signifiait juste être utile. Ma fille, Lise, était radieuse, d'une façon que je n'avais pas vue depuis mon divorce. Elle choisissait ses maillots de bain, répétait quelques mots d'espagnol sur sa tablette et n'arrêtait pas de me dire que Majorque serait notre nouveau départ. Je m'étais laissé convaincre, moi aussi. Puis, ce soir-là, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai vu ma mère sur le palier, ma carte bancaire à la main, avec une expression qui m'a noué l'estomac avant même qu'elle ne parle. Elle n'est pas entrée. Elle n'a pas souri. Elle m'a simplement regardé et m'a dit qu'ils avaient décidé que ma fille et moi ne viendrions finalement pas, parce que les enfants de ma sœur ne voulaient pas nous voir. Pendant une seconde, j'ai oublié comment respirer. Pas à cause de l'argent, mais parce que ma petite fille était dans la pièce d'à côté, croyant encore dur comme fer que dans 3 jours, le voyage de ses rêves allait commencer. Si vous avez déjà été la personne sur qui votre famille s'appuie jusqu'au jour où elle décide que vous n'êtes plus pratique, alors restez avec moi. Parce que ce qui est arrivé ensuite n'a pas seulement annulé des vacances. Cela a mis en lumière ce qu'ils avaient toujours été. Ma mère se tenait là comme si elle donnait une banale info météo, au lieu de détruire quelque chose sous mes yeux. Elle tenait ma carte bancaire entre 2 doigts et a dit que c'était, pour le mieux, que les enfants seraient plus à l'aise ainsi, et que je devrais essayer d'être mature. Je suis restée figée, les yeux dans le vide. Je me souviens du bruit de la climatisation derrière moi et de Lise qui fredonnait dans la chambre, ignorant totalement que sa grand-mère était sur mon seuil, en train d'effacer le voyage dont elle rêvait depuis des semaines. J'ai demandé à ma mère de répéter, pensant qu'il y avait un malentendu. Il n'y en avait pas. Elle m'a dit que ma sœur avait décidé que ses enfants ne voulaient pas de ma fille là-bas. Et puisqu'ils étaient censés passer tout leur temps ensemble, tout le monde était tombé d'accord sur le fait qu'il serait moins stressant que Lise et moi restions à Lyon. Moins stressant. C'est le terme qu'elle a utilisé, comme si mon enfant était un simple inconvénient logistique et non une petite fille de 8 ans qui n'avait rien fait d'autre que d'attendre de voir la mère. Je lui ai demandé si elle était sérieuse, si la famille de ma sœur comptait toujours partir avec l'argent que j'avais déboursé alors que ma fille et moi étions évincés à 72 heures du vol. Elle m'a lancé ce regard lassé qu'elle utilisait toujours pour me faire sentir déraisonnable. Elle a dit que je rendais la situation plus compliquée qu'elle ne l'était et m'a rappelé que, la famille, ce n'est pas une question de compte. Cela m'a presque fait rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était d'un sans-gêne absolu. La famille n'était apparemment pas une question de compte quand il s'agissait de mon argent, de mes congés, de mon organisation et du cœur brisé de ma fille. J'ai pris la carte de sa main et je lui ai dit très calmement que si ma fille n'était pas la bienvenue dans ce voyage que j'avais financé, alors chaque centime me reviendrait. Je lui ai dit qu'elle pouvait rentrer expliquer cela à ma sœur. Je lui ai dit que j'en avais fini d'être la personne fiable qu'ils appelaient quand ils avaient besoin de quelque chose et qu'ils jetaient quand ce n'était plus le cas. Pour la première fois, son expression a changé. L'assurance a vacillé. Elle m'a regardé comme si elle s'attendait à des larmes, des supplications, à ce vieux schéma où j'avalais l'insulte pour garder la paix. Au lieu de cela, elle m'a trouvé debout, immobile, la main sur la poignée, la voix stable. Elle a dit que j'exagérais. J'ai répondu que non, c'était simplement la première fois que je réagissais vraiment. Elle a ouvert la bouche comme pour ajouter quelque chose, s'est ravisée, a fait demi-tour et est partie vers sa voiture sans un mot. J'ai fermé la porte et je suis restée là, la main sur le verrou, essayant de comprendre comment un corps peut se sentir à la fois glacé et en feu. Puis j'ai entendu les pas de Lise. Elle est arrivée dans la cuisine en souriant, demandant si mamie avait apporté quelque chose d'amusant et si nous devions commencer à préparer ses sandales.
J'ai regardé son petit visage et j'ai senti quelque chose se briser en moi si nettement que cela en devenait silencieux. J'ai dit à Lise que mamie était juste passée pour une course rapide et que je devais terminer quelque chose pour le travail. Elle a hoché la tête et est repartie dans sa chambre, me faisant toujours une confiance aveugle. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était plus une histoire de voyage. C'était une leçon que ma fille allait apprendre en m'observant. Je pouvais lui apprendre à rester silencieuse quand les gens la traitaient comme si elle ne comptait pas. Ou je pouvais lui montrer ce que signifie se défendre et leur faire regretter leurs gestes. J'ai donc pris mon téléphone et appelé la seule personne qui saurait exactement comment contre-attaquer, Étienne Renaud. Nous étions amis depuis la fac, le genre d'amis qui peuvent ne pas se parler pendant un mois et reprendre la conversation à la deuxième sonnerie comme si le temps n'avait pas passé. Étienne était avocat en droit civil au centre-ville de Lyon, et contrairement aux membres de ma famille, il ne m'avait jamais fait sentir que j'étais dramatique pour avoir réagi à quelque chose d'injuste. Il a répondu de sa voix calme, mais dès qu'il a entendu la mienne, son ton a changé. Il a demandé ce qui s'était passé et je lui ai tout raconté. Le voyage, l'argent, ma mère sur mon palier, et la phrase qui me brûlait la poitrine à chaque fois que je la répétais, « Les enfants de ta sœur ne veulent pas te voir ». Étienne n'a pas interrompu. Il a juste écouté, ce qui rendait les choses à la fois plus faciles et plus douloureuses. Quand j'ai fini, il y a eu un silence. Puis il a posé la question que personne dans ma famille n'avait pris la peine de poser, « Combien as-tu payé ?» J'ai dit, un peu plus de 12 000 €. Les vols depuis Lyon-Saint-Exupéry, 5 nuits dans un complexe à Majorque, les transferts privés, l'assurance, le chauffeur pour les excursions. Le total. Il a pris une longue inspiration et a demandé s'il comptait toujours partir. Oui, dans 3 jours. Un autre silence. Puis sa voix a changé, ce ton subtil qu'il prenait quand il cessait d'être mon ami pour devenir mon avocat. Camille, ce n'est pas juste une dispute de famille. Ils t'ont demandé d'avancer les frais, ils t'ont exclu, et ils utilisent quand même les services que tu as payés. Ce n'est pas quelque chose que tu dois accepter simplement parce qu'ils portent ton nom de famille. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai regardé vers la chambre de Lise. La porte était entr'ouverte, elle parlait doucement à ses jouets, faisant et défaisant son petit sac de voyage, une paire de lunettes de soleil rose, un petit carnet et une peluche de dauphin qu'elle emmenait à Majorque quoi qu'il arrive. J'ai baissé la voix et j'ai demandé à Étienne quoi faire. Il m'a dit de ne appeler personne. Ni ma mère, ni ma sœur, ni mon père. De tout sauvegarder, les SMS, les tickets, les confirmations de réservation, chaque mouvement bancaire, chaque message du groupe WhatsApp familial. Il a dit que si quelqu'un me contactait, je ne devais pas argumenter, pas menacer, pas leur laisser le temps de réécrire l'histoire avant que j'aie les faits en main. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la cuisine pendant qu'il restait en ligne. Pendant presque 2 heures, j'ai tout épluché. Des captures d'écran de ma sœur disant qu'ils étaient tellement excités pour la villa, ma mère me remerciant d'avoir tout géré car j'étais la plus organisée, et ce message où je demandais si tout le monde comptait bien me rembourser après le séjour. Auquel ma mère avait répondu, bien sûr, ma chérie. On fera les comptes au retour. C'est là qu'Étienne a fait une pause. Il m'a dit de stocker cela dans 3 endroits différents. Je l'ai fait. Un dossier sur mon ordinateur, des copies par email, un drive dans le cloud. Tout à coup, ce n'était plus une histoire de sentiments blessés, c'était des preuves. À l'heure où Lise s'est endormie, ma table de cuisine ressemblait à une salle de guerre, reçu, notes, ordinateur allumé, téléphone retourné. J'avais la nausée, mais sous le choc, une clarté nouvelle émergeait. Toute ma vie, ils avaient compté sur le fait que je serais trop gênée, trop émotionnelle ou trop loyale pour répliquer. Ils avaient tort. Étienne m'a promis de passer dès le lendemain matin avant d'aller au cabinet. Après avoir raccroché, je suis restée seule dans le silence, fixant la capture d'écran de ma mère. Ils n'avaient pas seulement décidé de nous exclure, ils avaient prévu de profiter de chaque seconde de ce voyage avec mon argent et s'attendaient à ce que je reste chez moi à avaler la pilule. J'ai éteint la lumière, je suis restée un long moment dans l'encadrement de la porte de Lise, la regardant dormir. Je ne pouvais pas réparer ce que ma famille avait fait, mais je pouvais m'assurer qu'ils en paieraient le prix. Le lendemain matin,
Étienne est arrivé à 8 heures avec 2 cafés et un bloc-notes juridique. Il avait l'air fatigué, signe qu'il avait sans doute passé la nuit à réfléchir à ma situation. Ça m'a presque ému plus que tout le reste. Il y a quelque chose de bouleversant quand une seule personne se présente pour vous sans qu'on ait à lui demander 2 fois, cela rend la cruauté des autres encore plus saillante. Lise était déjà à l'école, un soulagement, je ne voulais pas qu'elle entende la suite. Étienne a étalé les reçus et les captures d'écran sur la table. Il a expliqué 2 options, soit une demande écrite formelle de remboursement immédiat avec un délai très court, soit, en cas de refus ou de tentative de manipulation, l'assignation en justice. Je lui ai demandé ce qu'il pensait qu'ils allaient faire. Il m'a regardé par-dessus son café. « Camille, les gens décents ne virent pas une enfant de 8 ans d'un voyage qu'elle attend depuis des semaines. Ne faisons pas semblant de croire que cela finira par des excuses et un chèque envoyé par la poste. » Mais il a insisté pour que la mise en demeure soit envoyée. Cela montrait ma bonne foi. Nous avons rédigé le message ensemble, direct, neutre, impossible à mal interpréter. J'indiquais que, suite à l'éviction de Lise et moi, je demandais le remboursement intégral des frais engagés. J'ai donné 14 jours. Pas d'insultes, pas de reproches familiaux. Juste le business. Étienne a validé, m'a dit de l'envoyer à ma mère uniquement. Si ta sœur veut s'en mêler, elle le fera. J'ai cliqué sur envoyer. La réponse de ma mère est tombée en 5 minutes, aussi méprisante que prévu. Elle affirmait que l'argent était une « offre généreuse » et que demander un remboursement était « égoïste et blessant ». Elle a même écrit que si Lise mettait les autres enfants « mal à l'aise », je devrais peut-être réfléchir à mon éducation plutôt qu'à blâmer les autres. J'ai relu cette phrase 3 fois, mon cerveau refusant d'accepter qu'une grand-mère puisse écrire cela. Étienne a lu, la mâchoire serrée. Sauvegarde ça. On a fini d'essayer de raisonner avec elle. Juste après, un message de ma sœur, elle m'accusait d'être mesquine et de créer du drama. Tu as toujours aimé jouer la victime quand tu n'es pas au centre de l'attention. Étienne a levé les yeux. C'était là. La jalousie, le ressentiment, tout ce venin que ma sœur accumulait depuis des années venait de trouver le moyen de se payer sur mon compte, et ma mère le cautionnait. Je m'attendais à pleurer, mais au lieu de cela, un calme glacial s'est installé. J'ai regardé Étienne, j'en avais fini de mendier de la considération. Il a hoché la tête, prêt. Nous avons déposé le dossier la semaine même. Quand les documents ont été officiellement enregistrés, j'ai eu un moment d'irréalité, espérant peut-être qu'ils réaliseraient leur bêtise. Ils n'ont fait que paniquer. 2 jours après le dépôt, ma mère a été signifiée par un huissier, en plein après-midi devant chez elle. Elle s'attendait sans doute à des pleurs, à des appels, pas à une procédure judiciaire. Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, ma sœur m'a appelé 6 fois. Mon père a envoyé un SMS lâche, « Tu humilies la famille ». Venant de l'homme qui n'avait même pas eu le courage de venir me parler lui-même. Le groupe WhatsApp familial s'est tu. Plus de photos de plage, plus de menus de restaurant. Pour la première fois, il comprenait que je n'allais pas absorber cette trahison comme d'habitude. J'ai suivi les conseils d'Étienne, rien. Pas de réponse, pas de défense. Le silence était difficile car toute ma vie, on m'avait appris à gérer les émotions des autres, à lisser, à ne pas faire de vagues. Mais ils avaient déjà fait des vagues en excluant ma fille. Lise ne savait pas tout. Je lui ai dit que le voyage avait été annulé à cause d'un problème familial et que je gérais. Elle a essayé de me rassurer, peut-être que Majorque était trop loin de toute façon. Elle a rangé son calendrier dans un tiroir sans se plaindre. Cela m'a fait plus mal que n'importe quel cri. Les enfants font ça quand ils sentent une douleur qu'ils ne peuvent nommer, ils se font petits pour nous aider. 3 jours plus tard, ils sont partis à Majorque. Sans nous. Ils ont posté des photos souriantes, des cocktails à la main, au bord de la piscine. Tout en sachant parfaitement quel argent payait leurs vacances. Une cousine, Laure, m'a appelée, choquée par les photos Instagram qu'elle avait vues. Elle m'a envoyé des captures d'écran, Vanessa en parée au blanc, mon père buvant son vin, tout le monde rayonnant comme s'il n'avait pas poignardé la moitié de la famille pour être là.
Voir une petite table dressée pour les enfants avec des bracelets de coquillage, le genre de choses que Lise aurait adoré. C'est là que ma colère est devenue précise, froide, efficace. Il n'était pas désolé. Tant mieux. Chaque photo souriante était une pièce de plus à mon dossier. Le procès a fini par arriver. Ce jour-là, au tribunal, ma mère était secouée, Vanessa furieuse, mon père évitait mon regard. Étienne a présenté les preuves, les virements, les messages, la reconnaissance de dettes implicites. Quand le juge a demandé à ma mère s'il était entendu que je serais remboursée, elle a tenté d'esquiver, puis a lâché un « oui » étouffé. Le dossier s'est écroulé. J'ai gagné. Pas de triomphe, juste un soulagement immense, quelqu'un en autorité avait dit que ce qu'ils avaient fait était injuste. Ils ont fini par rembourser, sans élégance. Ma mère sans un mot, ma sœur par petits versements mesquins. Mais la justice avait fait son travail. Ils ne pouvaient plus réécrire l'histoire. Le silence est devenu permanent. Ma mère a cessé d'appeler, mon père aussi. Vanessa m'a bloqué. Au début, ça faisait mal, mais cela m'a forcé à accepter une vérité, j'avais passé ma vie à acheter ma place dans une famille qui ne m'aimait que lorsque j'étais utile. Une fois que j'ai vu ça clairement, la paix est devenue possible. Étienne est resté. Pas de manière théâtrale, juste avec constance. Il emmenait Lise manger des tacos après la natation, l'aidait pour ses exposés scolaires. Il était attentionné, et après tout ce que j'avais vécu, cette bienveillance était plus forte que tous les discours. Un soir, Lise a demandé « Étienne vient dîner ?» C'est plus joyeux quand il est là. Les enfants ont toujours raison. Un an après, j'ai appris par lors que Vanessa avait tout orchestré, inventant des mensonges sur le prétendu « caractère difficile » de Lise pour évincer la concurrence, par pure jalousie. Cela n'a pas déclenché de nouvelles colères. Juste le sentiment d'être terminé avec eux. Je n'avais plus besoin de leurs excuses. J'ai choisi la paix. J'ai choisi la distance. Et le plus beau cadeau, c'est que Lise a eu une vie où elle n'a pas eu à mendier pour être aimée. 18 mois plus tard, Étienne, Lise et moi sommes partis à Majorque, pour de vrai. En regardant le coucher de soleil, Lise a dit « C'est encore mieux que ce que j'imaginais ». J'ai enfin compris, la vraie perte n'avait jamais été le voyage. C'était l'illusion que ces gens étaient ma seule famille. Ils ne l'étaient pas. La famille, ce ne sont pas ceux qui utilisent votre loyauté contre vous. Ce sont ceux qui protègent votre enfant, disent la vérité quand elle dérange, et restent quand c'est difficile. Perdre les mauvaises personnes est parfois la première étape pour enfin trouver les bonnes. Notre équipe chez Revenge Nickel s'engage à créer des scripts significatifs qui divertissent tout en offrant une réflexion. Chaque histoire est une fiction conçue pour délivrer des leçons éducatives, des perspectives émotionnelles et des messages positifs. Ce récit met en avant des valeurs telles que le respect de soi, le courage et le devoir de protection envers ceux que l'on aime. Il rappelle que la vraie famille repose sur le soin, l'honnêteté et le respect, et que les expériences douloureuses peuvent mener à la guérison et à une nouvelle sagesse.